Est-ce que vous savez que au mois de septembre cette année, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, dirigé par EELV, va faire un référendum auprès de la population pour demander si les habitants des Pyrénées-Orientales sont d'accord pour changer le nom du département pour l'appeler Pays catalan. Donc tout le puzzle se met en place devant une entreprise, je suis désolé de le dire, de destruction de la France. C'est de ça qu'il s'agit, de fin de l'histoire de France. Bonjour François Asselineau, merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes président fondateur de l'UPR, qui est l'Union populaire républicaine. Vous êtes candidat à tête de liste aux élections européennes. Votre liste s'appelle la liste Asselineau-Frexit pour le pouvoir d'achat et pour la paix. C'est en soi un programme. Vous avez 66 ans. Vous êtes bardé de diplômes, HEC Paris. Vous avez fait l'ENA, vous êtes inspecteur des finances. Et vous êtes passé par la droite classique, le RPF, l'UMP, l'UPR. Vous avez même été conseiller de Paris, ce que j'ai découvert en préparant ce petit topo, de 2001 à 2008, sous la férule de Bertrand Delanoë. Oui, enfin, j'étais pas au groupe socialiste. Non, j'imagine bien, vous étiez dans le groupe de droite, mais voilà. c'était à l'époque Bertrand Delanoë, maire de Paris. Oui. Alors, merci de nous avoir d'être venu. Je voulais vous poser d'abord une première question, parce que c'est l'actualité, sur le Frexit. Il y a une rupture en ce moment, vous l'avez vu, entre le Rassemblement national et le parti de droite allemand, l'AfD, qui provoque, ou qui est susceptible en tout cas de provoquer un chamboule-tout au sein des partis de l'Union européenne, avec une fusion possible de deux partis de droite, qui est le groupe ID, auquel appartient le Rassemblement national, et le groupe ECR, auquel appartient Giorgia Meloni, et puis peut-être, pourquoi pas, une partie du PPE, du centre-droit. Est-ce que cette fusion et ce chamboule-tout pourrait donner un grand parti patriote en Europe, un espèce de grand soir patriote? Est-ce que pour vous, c'est un espoir de mettre fin, pourquoi pas, à la politique supranationale de l'Union européenne? Alors, là, on est dans beaucoup d'hypothèses, parce Oui. attendons d'abord les élections, parce que je pense qu'il peut y avoir des surprises. Les sondages, notamment nous, par exemple, pour ce qui concerne notre mouvement, nous sommes donnés régulièrement à 0, alors que je fais des salles pleines, je fais 2 fois plus de monde que madame a hier. J'attends le sondage qui nous donnera à -2. Donc il y a des sondages qui sont un peu bidouillés, attendons de voir ça. Si j'en crois néanmoins les sondages au niveau européen, il semble quand même que le PPE d'un côté et les socialistes de l'autre conserveront quand même une avance. Il semble qu'on anticipe qu'il y ait une poussée des mouvements dits eurosceptiques ou patriotes ou nationalistes, etc. Mais on mélange aussi des mouvements qui ont des visions tout à fait différentes de l'avenir de l'Europe quand même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour changer l'Europe, il faut changer les traités. Alors changer les traités, ça nécessite, c'est l'article 48 alinéa 2 ou 3 du traité de l'Union européenne, il faut l'unanimité des États membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 27 gouvernements qui tombent d'accord sur un nouveau traité à la virgule près, plus ensuite, ça c'est pour la signature, et vous savez que les traités internationaux ensuite se ratifient. Il faut donc la ratification avec 27 parlements nationaux ou éventuellement des référendums nationaux. En 2004-2005, par exemple, le gouvernement français avait signé le traité constitutionnel européen, la fameuse constitution européenne préparée par Giscard, qui en fait c'était un peu une montagne qui avait accouché d'une souris d'ailleurs, puisque c'était pas si différent que ça des traités précédents. Donc le gouvernement français avait signé fin 2004, mais Chirac avait soumis ça au référendum, et vous savez que le 29 mai 2005, le peuple français a refusé la ratification. Ce qui veut bien dire que la signature et la ratification sont 2 choses différentes. Résumons-nous, il faut 27 signatures de gouvernement, plus 27 ratifications, soit des parlements nationaux, soit des référendums. Ça fait 54 institutions pour changer un traité. C'est devenu impossible. Et notez bien un point fondamental, si vous m'avez suivi, c'est qu'à aucun moment je ne vous ai parlé des eurodéputés. Ils n'interviennent pas dans le processus. Autrement dit,
on est face tous les 5 ans à une espèce de farce. C'est une farce et attrape. C'est que tous les 5 ans, vous avez des responsables politiques qui sont tête de liste pour les européennes. Chacun y va de son projet. Europe sociale, Europe des travailleurs, Europe des patries, Europe des écologistes, etc. Mais en réalité, ils n'ont pas le pouvoir de modifier les traités européens. C'est la raison pour laquelle, même si effectivement il peut y avoir des regroupements un peu inattendus, il ne faut rien en attendre de très particulier, puisque de toute façon, le pouvoir du Parlement européen, les pouvoirs sont quand même relativement faibles. Je ne dis pas qu'ils n'ont aucun pouvoir, les eurodéputés, mais ils ont quand même un pouvoir assez réduit. Je vous rappelle par exemple que les directives européennes, c'est la Commission européenne qui en a le monopole. Elle a le monopole de proposer ce qu'on appelle des directives, c'est-à-dire des lois européennes. Ni le Conseil des chefs d'État et de gouvernement ne peut avoir ni idée, ni les parlementaires. Ils sont là pour voter, pour approuver ou désapprouver. Ils votent le budget, mais c'est des choses extrêmement compliquées. En pratique, si vous voulez, ils n'ont pas la possibilité réelle de modifier le cours des choses. Voilà, c'est ça la vérité. Donc effectivement, il y aura peut-être une modification. Mais il ne faut pas en attendre grand-chose. Je terminerai ce propos en rappelant qu'il y a 81 eurodéputés français sur 720, c'est-à-dire 11,25%. C'est-à-dire de toute façon marginal. Et lorsque certains anticipent, certains disent « Ouh là là, le RN va faire un score considérable, etc. » qu'à mon avis ne sera pas le cas. Mais il fera un score élevé, bien sûr, mais peut-être pas celui qu'on annonce. Mais si ça veut dire que le RN passerait de 22, 23 députés à 24 ou 25, 26. Bon, et alors, la belle affaire. Sur 720. Vous voyez bien, donc, en réalité, c'est ce qui s'est passé à chaque élection européenne. On s'excite un peu avant. Il y a d'ailleurs la moitié des Français qui n'y comprennent rien, qui vont pas voter. Et puis 3 jours après, les journaux enflammés sur les résultats des européennes, ça sert à emballer les œufs au marché de Boulogne-Billancourt. Alors vous avez, on le voit à travers votre analyse, vous avez une opinion assez tranchée sur cette question. Vous dites que la construction européenne, ça n'est pas la solution pour l'avenir de la France. En tout cas, c'est le problème. C'est ça. Et vous dénoncez juridiquement donc les traités européens. Vous êtes partisan de les dénoncer. Et vous prenez une sortie radicale à la fois de l'Union européenne, on l'a vu, mais aussi de l'euro. Et vous mettez le doigt sur l'article 50 d'ailleurs que... Et de l'autre. Alors que les choses soient très claires. Je viens de dire à l'instant même que personne ne peut changer les traités par les eurodéputés. Ouais. Donc nous, si nous avons des députés, je rappelle qu'il faut dépasser 5% des suffrages. En 2019, on avait fait... En 2014, on avait... En France, pour avoir des eurodéputés. Voilà. Par exemple, parti. Nous serions en Allemagne, je serais eurodéputé depuis 5 ans, puisque nous avions fait 1,2% des suffrages en 2019. En Allemagne, il n'y a pas de limite inférieure, donc je serais eurodéputé. En France, il y a cette barre des 5%. On espère, comme d'autres, la franchir. Quand je vois l'accueil que l'on a sur le terrain, ça nous donne quand même certains espoirs. Je ne suis pas... On y reviendra sur votre campagne. On y reviendra. Si nous avons des eurodéputés, si on dépasse 5, on a immédiatement 5 députés. C'est ça l'avantage. S'il y avait des eurodéputés à partir de 1%, j'aurais été tout seul, eurodéputé. Mais là, si on est 5, si on fait 5,2, on aura 5 eurodéputés. Donc je ne vais pas raconter des histoires. Moi, je ne raconte jamais d'histoires parce que je trouve que la politique française, ce qui ruine la politique française, c'est qu'il y a des responsables politiques de tous les bords qui disent n'importe quoi, et qui disent aux Français ce qu'ils veulent entendre. Moi, je ne dis pas aux Français ce qu'ils veulent entendre, je leur dis la réalité, ce qui n'est pas pareil. Et donc, je dis que si on a des eurodéputés, on ne pourra pas faire le Frexit. On n'en aura pas les moyens. Donc il ne faut pas s'affoler, si vous voulez. Même il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que mes idées sont intéressantes, mes analyses et mes propositions, mais il y en a qui se disent « Ouh là là, mais est-ce bien raisonnable ?» Mais il ne faut pas qu'ils aient peur. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a des eurodéputés, la conséquence concrète que nous aurons, c'est qu'on fera une véritable opposition à Bruxelles, alors qu'actuellement, sur des sujets comme l'Ukraine, il y a quasiment pas d'opposition de l'ensemble des eurodéputés français. Nous nous y opposerons absolument férocement. Nous demanderons, nous voterons par exemple contre l'envoi de milliards d'euros supplémentaires au régime Zelensky. On votera contre l'envoi d'armement à l'Ukraine. C'est un exemple. On votera parce que nous sommes contre l'ingérence française dans ces affaires. Mais aussi et surtout, nous ferons ce qu'avait obtenu le Britannique Nigel Farage, vous savez, qui avait créé le parti pour le Brexit, qui s'appelait le UKIP. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on aura la parole, on posera la question justement de l'avantage de sortir
de l'Union européenne pour la France. Et en faisant ça, on filmera, on diffusera ça sur nos réseaux sociaux, et ça nous donnera la possibilité de briser ce mur invisible de la société française. En France, le débat sur cette question est interdit. Ce que nous voulons, c'est que ouvrir le débat en France, actuellement, il n'a pas lieu. Et le meilleur moyen pour l'ouvrir, c'est justement d'avoir des eurodéputés. Alors justement, je comptais vous en parler de Nigel Farage, parce que c'est forcément quelqu'un d'inspirant pour vous. Qu'est-ce qui a fait le succès de Nigel Farage au Royaume-Uni? Et qu'est-ce qui fait que, précisément, cette idée de sortir de l'Union européenne, qui est pourtant très critiquée, très mal vue par les Français, on sera d'accord là-dessus, et ne passe pas? Alors, je pense qu'il faut faire... Vous savez, je vais citer François Mitterrand, excusez-moi, mais qui disait pas toujours des bêtises. Il avait dit il faut laisser du temps au temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Nigel Farage, quand il a créé le UKIP, c'était à la fin des années 80, début des années 90, le Brexit, ça a été en 2016. Il a mis plus de 25 ans à y parvenir. C'est très important. Et il a commencé à décoller au bout d'une quinzaine d'années. Nous, ça fait 17 ans. Enfin, moi, ça fait 17 ans que j'ai créé ce mouvement. Et en ce moment, on voit qu'on est très, très bien accueillis sur le terrain. Ça veut dire qu'il y a une espèce de durée inhérente aux idées nouvelles. On ne peut pas, ça peut pas s'imposer comme ça. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'avant de dire que le Frexit, ça ne marche pas en France, attendons de voir quels vont être les résultats. Moi, je pense, en conscience... Bon, on va pas faire 50% pour des raisons que je vais exposer dans une seconde, mais je pense qu'on va avoir une percée par rapport aux années antérieures. D'ailleurs, déjà entre 2014 et 2019, on était passé de 0,4 à 1,2. Là, je pense qu'on peut avoir un facteur 3, 4 ou 5. Ça correspond d'ailleurs au nombre d'abonnés de notre chaîne de télévision, ou bien sur le compte Twitter, ou bien sur Facebook. On a un facteur 3, 4, 5, voire 6. Depuis 5 ans. Donc on espère viser de passer la barre des 5%. Donc on vise vraiment de passer la barre des 5%. Si on n'arrive pas à avoir les 5%, si déjà on passe la barre des 3%, ça sera déjà un point positif puisqu'on sera remboursé de nos frais de campagne qui sont très importants puisqu'il faut faire... Vous savez que les listes doivent payer l'ensemble des bulletins de vote, des affiches, etc. Donc ça coûte des sommes tout à fait considérables. Alors ça c'est le premier point, c'est que on ne peut pas juger de Nigel Farage si on oublie qu'il a mis 25 ans. Bon, ou même presque 30 ans. Deuxièmement, il y a eu traditionnellement un euroscepticisme britannique fondamental. Comme disait De Gaulle, si je dis que le Royaume-Uni est une île, personne n'en revient, c'est pourtant la vérité. C'était De Gaulle qui avait dit ça à perfide. Les Britanniques, c'est une île. Ce sont un peuple insulaire qui s'est toujours énormément méfié des inventions continentales, de l'unification continentale qui pourrait être une horreur. Et donc, il y a toujours eu un mouvement très eurosceptique au Royaume-Uni. Bon. Donc, il a été dans un terrain plus favorable, alors qu'en France, on explique aux Français ce qui est une vision enjolivée de l'histoire. On explique aux Français que ça serait Robert Schuman et Jean Monnet, donc deux Français qui auraient été à l'origine de la conception de la construction européenne. Mais en fait, les choses ont été beaucoup plus compliquées. Tout ça avait été chapeauté par les États-Unis d'Amérique. Et donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que la presse britannique est quand même beaucoup plus libre, si vous voulez, pour aborder ce genre de sujet que la presse française. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent ça y est, il va encore se plaindre du temps de parole, mais oui, je ne cesserai de m'en plaindre parce que si vous voulez, il faut que les Français comprennent. On y reviendra. D'accord. Mais ça, c'est vraiment les trois points sur les 3 points. Alors, il y en a un autre, c'est la monnaie. Ils avaient gardé leur propre monnaie. Accessoirement, voilà. Et aujourd'hui, question nous sommes tenus donc par notre monnaie qui est européenne et par un emprunt qui a été signé, un emprunt supplémentaire signé auprès de l'Union européenne par Emmanuel Macron, vous savez, pour couvrir notamment les frais du Covid. Est-ce que ça ne complique pas encore un peu plus un départ de l'Union européenne? Est-ce que c'est possible? Alors, je l'ai déjà dit, ce que nous voulons, c'est ouvrir le débat. C'est déjà le premier point. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de débat. 2, vous imaginez qu'une question comme celle que vous me posez, comme beaucoup de questions que les gens me posent, je ne peux pas y répondre en 45 secondes. Il faut qu'il y ait un débat approfondi. 3, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut se méfier de ce que De Gaulle appelait les fausses fatalités de l'histoire. Si vous voulez, vous ne retenez pas. Ce dont il s'agit, c'est quoi, en fait, derrière le mot Frexit? C'est que les Français récupèrent leur indépendance et leur souveraineté nationale qu'ils ont perdue. C'est-à-dire la liberté d'un peuple de décider de son avenir collectif. Vous ne pouvez pas, c'est quelque chose de structurel.
Vous ne pouvez pas opposer à cela des obstacles conjoncturels, dont certains peuvent être effectivement assez élevés, mais qui ne sont pas du tout de la même ampleur. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas ce que c'est que le Frexit et ne comprennent pas ce que c'est que l'Union européenne. Vous savez, il y a des gens qui me disent parfois, vous vous rendez compte si on sort de l'euro? Et je leur dis, mais est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Vous savez, il y a Marc Toiti, qui est un économiste en vue. Il écrit dans la Tribune. C'est pas un excité. C'est quelqu'un que j'ai reçu sur UPR TV, qui est quelqu'un de tout à fait posé et de très factuel. Il a écrit il y a quelques semaines. Il s'est même un peu avancé, à mon avis, parce que j'aurais été un petit peu plus prudent que lui, à son avis, l'euro tel qu'on le connaît va exploser en 2025. Parce que les tensions à l'intérieur de la zone euro sont absolument considérables. Personne n'en parle en France. De la même façon que, s'agissant de l'Union européenne, il y a un sujet qui est absolument... Il y a toute une série de sujets qui sont colossaux dont on ne parle pas dans cette campagne. Premier sujet colossal, les élargissements. Il y a quand même 9 États qui sont actuellement dans le couloir de l'élargissement, qui ont obtenu le statut de candidat officiel. Ça commence depuis la Turquie, qui est candidate officielle depuis les années 90. Il n'est pas sûr que ça ira jusqu'au bout, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'étant candidate officielle depuis des années, et puis depuis des années reçoivent des fonds dits de mise à niveau versés par l'Union européenne, mais en fait par les pays contributeurs nets, c'est-à-dire l'Allemagne et la France. Donc depuis une vingtaine ou 30 ans, les Français, sans qu'ils le sachent, ont dû donner quelque chose comme 1,5 milliard d'euros aux Turcs pour la mise à niveau pour l'entrée dans l'UE. Mais vous avez ensuite, et ça c'est beaucoup plus proche et immédiat, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Moldavie, l'Ukraine et la Géorgie. Excusez du peu. Avec des pays comme l'Ukraine, dont la FNSEA, qui est pourtant un des piliers de la construction européenne en France, qui est le grand syndicat de l'agro-business français, la FNSEA a dit elle-même que si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française. Excusez du peu. Et ce sont des centaines de milliards d'euros qui sont derrière. D'ailleurs, Monsieur Mario Draghi, qui a été président de la BCE, président du Conseil italien, et qui maintenant est à la retraite, mais qui a fait savoir qu'il succéderait volontiers à Madame von der Leyen, et s'il l'a fait savoir, c'est qu'il est soutenu par des forces très importantes. Il a annoncé que s'il devient président de la Commission européenne, donc avec le changement du Parlement européen, le Parlement européen formellement votera quel est le nouveau président, mais en règle générale, il n'y a qu'un seul candidat qui est présenté par les États. C'est comme ça que Mme von der Leyen avait été élue sans concurrence. Monsieur Mario Draghi a annoncé que s'il devient le prochain président de la Commission européenne, il aura 2 objectifs à l'esprit. Le premier, c'est de faire un grand emprunt de 500 milliards d'euros pour financer ces élargissements. Moi, je n'ai vu aucun candidat qui parle de ça aux Français. C'est énorme. C'est énorme parce que ça veut dire c'est passé sous les radars. Voilà. Alors que c'est fondamental. En plus de ça, on passerait de 27 à 36, vous imaginez. Et puis, on aurait tous les flux migratoires venant d'Albanie, toutes les mafias. Enfin, c'est incroyable. Et personne n'en parle alors que ce sont des candidats officiels. Il y a 2 États supplémentaires qui ne sont pas encore agréés comme candidats officiels. C'est le Kosovo, qui est un petit État, en fait, c'est une base militaire américaine, quasiment. Et c'est l'Arménie, qui n'a pas encore été acceptée comme candidate officielle. Mais tout ça, les Français ne sont pas au courant. Donc c'est un des grands sujets fondamentaux qui est caché aux Français. Deuxième sujet fondamental caché aux Français, c'est que Mario Draghi, il n'a pas seulement dit que s'il est président de la Commission européenne, il proposera un prêt de 500 milliards d'euros. Il faut voir que derrière Mario Draghi, vous avez le World Economic Forum de Davos, avec Klaus Schwab, vous avez le Bilderberg dont il est membre, vous avez la Commission trilatérale, donc c'est quelqu'un qui représente vraiment l'oligarchie euro-atlantiste derrière, et le deep state américain. Il a dit que par ailleurs, il fallait passer à une phase. L'Europe était victime d'attaques, la Russie, la Chine, etc. Enfin, tout ce discours ambiant. Et il a dit qu'il fallait passer à une Europe puissance. Et l'Europe puissance, pour lui, c'est que l'Union européenne devienne un État. Actuellement, c'est une organisation internationale. Ça devrait être le sujet des institutions européennes. Parce que ça veut dire que depuis 1957, depuis le traité de Rome, la supranationalité de l'UE fait partie quand même du sujet de l'UE. Oui, mais si vous voulez. Oui, mais comme disait De Gaulle, les Français, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent. On a construit l'Europe depuis la déclaration Schuman de 1950 pour créer la CECA en 51.
Mais on est entré dans le vif du sujet, j'allais dire, avec le traité de Rome qui crée le marché commun en 1957. Et on a eu en fait une espèce de discours un peu schizophrénique, c'est-à-dire qu'on construit l'Europe, c'est formidable, etc. Mais dans l'esprit des gens, et notamment des responsables politiques, on a la France, et la France souveraine, indépendante, etc. Comme si c'était parfaitement compatible. Or, ça ne l'est pas. Plus exactement, ça l'est pendant 3 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15... Mais il y a un moment à partir duquel il va bien falloir choisir. On ne peut pas continuer, par exemple, on ne peut pas dire qu'on va avoir une politique étrangère européenne et continuer à ce que 27 États et chacun 27 ministres des Affaires étrangères qui disent 27 choses différentes. Donc il y a une schizophrénie. Et là, on y arrive, on est en train d'arriver à ce rendez-vous. C'est qu'est-ce qui va se passer? Or, si on allait dans le sens de ce que dit Mario Draghi, transformer l'Union européenne en un État, ça veut dire très concrètement 3 choses fondamentales. La première, c'est que la France devient un État fédéré. Elle devient l'équivalent de l'Alabama, du Texas, de la Californie ou de l'État de New York. Or, l'Alabama, le Texas, la Californie ou l'État de New York n'ont pas de siège à l'ONU. Il y aura donc un siège aux États-Unis d'Europe ou à l'Union européenne. Ça veut dire que la France, l'Italie, les Pays-Bas, etc., quittent les Nations unies. Et nous quittons notre siège de membre permanent au Conseil de sécurité. C'est-à-dire que ce joyau de la puissance française qu'avait obtenu De Gaulle de haute lutte en 1945 pour que l'on fût reconnu dans la charte de San Francisco comme un des 5 grands de la planète. Vous savez, il y a les États-Unis, l'Union soviétique devenue la Russie, la Chine devenue République populaire de Chine, la France et le Royaume-Uni. Ce sont les 5 grands. Ben, si on va dans le sens de ce que dit M. Draghi, la France, elle dégage et elle est remplacée par l'Union européenne qui est sous domination américaine. Tout le monde l'a compris. Et au passage, vous découvrez que le Royaume-Uni, lui, restera une grande puissance. C'est-à-dire que le Brexit lui aura permis de sauver son statut de grande puissance pour le XXIe siècle. Ça, c'est la première conséquence vraiment absolument colossale. La deuxième chose, c'est que, pour reprendre la métaphore dont je parlais tout à l'heure, mais qu'on pourrait appliquer à l'Union indienne, par exemple, vous n'avez pas des forces nucléaires dans l'État de Washington, en Floride, en Alabama, dans le Tennessee, dans le Connecticut. Vous avez les forces nucléaires américaines. Qu'est-ce que nous a dit Macron? Qu'il faut mutualiser. Oui, on sent bien qu'il y a une volonté d'aller vers cette... Voilà, c'est-à-dire que si on entre dans une Union européenne qui devient un État, les États-Unis d'Europe, on imagine là, les médias qui vendront ça aux Français en disant c'est formidable, c'est moderne, United States of Europe, etc. Les Français, je crains que beaucoup de Français ne tombent dans le piège. Ça veut dire que notre force nucléaire, qui est le deuxième joyau que nous avait légué De Gaulle pour assurer notre indépendance et notre souveraineté nationale, soit étendue à l'ensemble du périmètre de l'Union européenne. Et d'ailleurs, qui décidera de son emploi? Et pour quelles raisons? Est-ce que, par exemple, les Français sont prêts à être vitrifiés par des bombes thermonucléaires parce que ça serait des Lettons, des Lituaniens qui en auraient décidé ainsi? Enfin, ce sont des sujets mais inimaginables d'importance. Ça, c'est la deuxième conséquence. La troisième conséquence, c'est que la France, n'ayant plus de siège à l'ONU, plus de grande puissance, plus le droit de veto, n'ayant plus de force nucléaire qui aurait été transférée à l'Union européenne, ne gérant plus sa monnaie puisque la monnaie est gérée à Francfort, ne gérant plus ses lois parce qu'elles sont décidées par la Commission européenne à Bruxelles, ben la France, c'est quoi? Ça devient un petit canton, ça devient le canton de Berne, en Suisse. Or, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse en 1978? Le canton de Berne est un canton germanophone, mais le Nord est un canton francophone. En 1978, il y a eu une votation. Les francophones ont décidé de créer un nouveau canton qui s'appelle le canton du Jura. Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'à partir du moment où la France serait devenue une province des États-Unis d'Europe, rien n'empêche que par une loi ou un truc décidé discrètement, ce que Macron a fait dans le dos des Français, c'est d'ailleurs la suppression des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pour faire une collectivité européenne d'Alsace. Il a fait ça en 2018. Les Français n'ont pas bien noté. Rien n'empêcherait qu'on dise, ben voilà, c'est un nouvel État fédéré. C'est-à-dire qu'on revient à la France d'avant Louis XIV, que nous, on a 1 400 000 morts pour rien en 1914-18, et que la France, d'un seul coup, c'est une province qui, par sissiparité, comme le canton de Berne, perd la Corse, le Pays Basque, la Catalogne. Or, c'est vraiment des choses qui sont tout à fait dans l'air du temps. Mario Draghi, Mario Draghi, il a appelé ça l'Europe puissance. Le discours de Macron à la Sorbonne, il l'a appelé l'Europe puissance. La Catalogne, le même phénomène est en Espagne. La Catalogne veut être indépendante, entre guillemets, dans le cadre de l'Union européenne.
Et ils prétendent que le département français des Pyrénées-Orientales leur reviendra. Est-ce que vous savez que au mois de septembre cette année, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, dirigé par EELV, va faire un référendum auprès de la population pour demander si les habitants des Pyrénées-Orientales sont d'accord pour changer le nom du département pour l'appeler Pays catalan. Donc tout le puzzle se met en place devant une entreprise, je suis désolé de le dire, de destruction de la France. C'est de ça qu'il s'agit. De fin de l'histoire de France. Est-ce que les Français sont d'accord avec ça ? Question, l'Europe est un boulet à tous égards, c'est pas vous qui me direz l'inverse, qui coûte 10 milliards d'euros net quand même à la France, mais le Rassemblement national a abandonné la ligne Frexit, qu'il a poursuivie pendant longtemps quand même, parce que c'était un handicap électoral. On voit bien que votre liste, même si vous passez les 5%, n'est pas dominante, en tout cas pour l'instant, en France. Est-ce que c'est aussi un handicap pour l'UPR ? Et pourquoi est-ce que les Français, finalement, ne se rallient pas à ce constat que vous faites ? Alors déjà, sur le début, je nuancerai quand même vos propos, parce que le Front National a quand même toujours été d'une grande ambiguïté sur la question. Madame Le Pen avait évoqué l'hypothèse d'un référendum en fin de mandat, etc. Mais moi, j'ai repris toutes les professions de foi du Front National depuis 40 ans. Ce n'est pas vrai. En 1984, Jean-Marie Le Pen avait une liste qui s'appelait Europe et Patrie. Il défendait donc l'idée d'une construction européenne qui soit l'Europe des patries, mais il ne disait pas ce que moi je dis, c'est-à-dire une analyse historique et géopolitique qui est que la construction européenne a été voulue par les États-Unis dans un objectif, d'ailleurs qui marche, de vassalisation du continent européen. D'ailleurs, en 1984, la liste de Jean-Marie Le Pen, le slogan, c'était « La France est de retour ». Et 40 ans après, la liste de M. Bardella, c'est « La France revient ». Donc la France est de retour. 40 ans après, la France revient. C'est un parti de revenants, excusez-moi, mais il s'est passé quoi en 40 ans ? À aucun moment, il y a eu cet effort d'éducation populaire que je fais depuis 17 ans pour expliquer les raisons pour lesquelles il faut sortir de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça dépend pourquoi on fait de la politique aussi. Moi, je fais de la politique pour excusez-moi, mais pour des nobles raisons. Je fais de la politique parce que j'ai acquis la conviction, j'ai quand même de l'expérience, vous avez bien voulu le rappeler, j'ai fait 4 ans de cabinet ministériel. Pendant la cohabitation dans le gouvernement Balladur, ça m'a permis de voir François Mitterrand de près quand je l'avais accompagné. Moi, j'étais au cabinet de Gérard Longuet, mais c'était en période de cohabitation, au commerce extérieur. Donc j'ai accompagné François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan, Balladur en Arabie Saoudite, Jacques Chirac dans de nombreux déplacements à l'étranger ensuite. Ce que j'ai vu, c'est que la France était déjà sur la pente descendante, un pays qui ne s'appartient plus. Donc moi, j'ai décidé de créer un parti politique pour excusez-moi de le dire, mais pour sauver mon pays. Je suis pas là pour avoir un poste. Je suis pas là. Moi, j'ai été dans les allées du pouvoir. Je ne suis pas là, si vous voulez, je n'ai pas envie d'avoir le poste de Monsieur Séjourné. Monsieur Séjourné, actuellement, il participe à l'enterrement de la France, à la destruction du pays. Donc c'est ce qui nous distingue fondamentalement. Moi, je dis que peu importe que le Frexit ait eu mauvaise presse, c'est que de toute façon, la construction européenne finira par exploser. C'est en tout cas mon avis profond, parce que c'est une espèce de clone, si l'on peut dire, de la construction du socialisme. C'est pas fondé sur les mêmes prédicats économiques, mais c'est la même chose. C'est ce que les théologiens appellent une téléologie. C'est une espèce d'utopie à long terme, etc. C'est une espèce de dogme que l'on n'a pas le droit de remettre en cause. Quand ça marche pas, c'est pas de la faute du dogme, c'est parce que le dogme est mal appliqué. Hein. Ça marchait pas en URSS, c'était pas de la faute du socialisme, c'est parce qu'il y avait pas assez de socialisme. Ça marche pas dans l'Union européenne, c'est pas de la faute du dogme, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Mais il y a un moment, et là on voit que le truc est en train de s'effondrer d'un peu partout. Et moi je ne fais pas de la politique, encore une fois, pour avoir un poste à tout prix. Je fais de la politique pour éclairer mes compatriotes. Et on retombe sur la dernière chose, c'est que comment voulez-vous que les Français aient une opinion très éclairée sur la question du Frexit, puisque le débat n'a jamais lieu. Et qu'au contraire, on prétend, comme par exemple, il y a une espèce de lancinante fausse nouvelle,
que beaucoup de Français, je le vois sur le terrain, ont pris dans leur tête, c'est que le Brexit serait une catastrophe. Mais pas du tout. Brexit, je dis pas que c'est merveilleux, mais tous les indicateurs macroéconomiques sont beaucoup plus favorables au Royaume-Uni qu'en France. D'ailleurs, le Royaume-Uni vient de dépasser la France comme 4e exportateur de biens et de services dans le monde, alors qu'on nous avait expliqué qu'elle allait s'effondrer et disparaître dans l'espace-temps. Ça allait être une nouvelle Atlantide. Le Royaume-Uni, le SMIC au Royaume-Uni était 15% inférieur au SMIC français en 2016. Il est maintenant 10% supérieur. Et ces débats n'ont pas lieu. Voilà. Donc la première chose, c'est qu'il faut que les débats aient lieu. Est-ce que ce Frexit permettrait de régler plus facilement la question migratoire qui préoccupe beaucoup nos concitoyens? Alors, ça, c'est un sujet, c'est absolument fondamental aussi. D'après les sondages, il y a 75% des Français, en gros, qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés et qu'il faut arrêter les flux migratoires. Bon, moi, je suis démocrate. S'il y a 75% des Français qui ne sont pas d'extrême droite tous, hein, il y en a de droite, du centre, de gauche, et même aussi des gens chez LFI, qui sont d'ailleurs certains sont mal à l'aise devant les prises de position de M. Mélenchon. Ça veut dire qu'il y a une masse de la société française qui trouve qu'il faut arrêter l'immigration. Ça me permet de dire, au passage, dans notre mouvement politique, on a beaucoup de Français d'origine immigrée. Et contrairement à ce que, si vous voulez, une vision un peu simpliste des choses, il y a beaucoup de Français d'origine immigrée récente qui sont les premiers à trouver que c'est laxiste, la politique migratoire. Hein, ça faut pas se tromper. Regardez d'ailleurs ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Rishi Sunak avait nommé comme ministre de l'Intérieur une femme d'origine indo-pakistanaise. C'est elle qui a serré la vis sur l'immigration. Donc il faut. Sally Breverman. Voilà, il faut être donc nuancé sur ces questions. L'un des grands sujets qui lui aussi est caché aux Français, c'est quand même incroyable ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Il y a un traité qui s'appelle le traité d'Amsterdam, qui a été signé en 97, ratifié en 98 et entré en vigueur en 99. C'est-à-dire il y a 25 ans, excusez du peu, ça fait un quart de siècle. Et dans ce traité d'Amsterdam, les États membres de l'Union européenne ont transféré la politique migratoire au niveau communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand en France on parle de politique migratoire, on fait comme si le gouvernement français était libre de ses moyens. Mais c'est faux. Je suis sidéré que le RN, Reconquête, les Républicains, les journalistes ne sortent pas ce sujet. Donc ceux qui décident de la politique migratoire, c'est d'abord et avant tout la Commission européenne. En particulier en ce moment une commissaire européenne de nationalité suédoise qui s'appelle Madame Ylva Johansson, qui a fait un discours absolument essentiel à la fin de l'année dernière. S'étant rendue à Madrid, elle a expliqué quelle était la politique migratoire de l'Union européenne. Pour faire simple, en 2022, il y a eu 3 850 000 nouveaux migrants venus dans l'Union européenne. En un an. 3 850 000. Mais là-dessus, il y en a eu 3 500 000, c'est-à-dire 90%, qui sont venus légalement, qui ont eu un titre de séjour délivré légalement par un des 27 pays. De telle sorte que l'immigration illégale ne représente que, si j'ose dire, 10%, que, si j'ose dire, 350 000. Elle a dit ça, elle a dit que l'objectif de la Commission européenne était de faire baisser ces immigrants illégaux, ceux dont on parle dans SOS Viking, Méditerranée, etc., ceux qui traversent la Méditerranée, ceux qui arrivent par les Balkans de façon illégale. Elle a dit que c'était l'objectif, mais que l'autre objectif, c'est que les 3 500 000 légaux montent progressivement à 4 millions au motif qu'il y a des besoins considérables de main-d'œuvre. 4 millions de démographie. Voilà. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que 4 millions par an, ça fait la population française tous les 17 ans. C'est-à-dire que la politique officielle de l'Union européenne, c'est de prévoir la population française de nouveaux migrants en plus tous les 17 ans. Je n'ai pas vu, sauf le gouvernement hongrois qui a pris des mesures en la matière, je ne vois nulle part des gouvernements qui se disent on pourrait peut-être lancer une politique familiale. La France, en ce moment, on a un effondrement dramatique de la natalité en France depuis quelques mois, depuis un an ou deux. Je parle même pas de la natalité en Allemagne ou en Italie. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que nous avons des mouvements, nommément M. Bardella, Mme Marion Maréchal, qui font, si j'ose dire, leurs scores électoraux
Parce que beaucoup de Français pensent vraiment qu'ils vont arrêter l'immigration, alors qu'il n'en est rien. On l'a vu avec Madame Meloni. Madame Meloni, en Italie, elle s'était fait élire sur le programme Fuori stranieri, c'est-à-dire dehors les étrangers, ça, elle ne donnait pas dans la dentelle, ou bien blocco navale, blocus naval. Mais en réalité, elle cochait toutes les cases pour passer dans les médias et pour être avalisée par l'oligarchie. Elle était pour l'UE, pour l'euro, pour l'OTAN, pour l'Ukraine, contre la Russie. Et accessoirement, elle était membre de l'Italian American Foundation. Ce sont les mêmes cases que coche Madame Marion Maréchal, Monsieur Bardella. Ils sont pour l'UE, pour l'euro, pour l'OTAN, pour l'Ukraine, contre la Russie. D'ailleurs, Madame Maréchal a fait savoir, son mari est candidat en position éligible pour Fratelli d'Italia. Elle a fait savoir qu'elle siégera dans le groupe avec Madame Meloni, puisque Madame Meloni est candidate tête de liste pour Fratelli d'Italia. Or, qu'a fait Madame Meloni? Une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, elle s'en est pris à l'immigration illégale, mais c'est 10%. Mais pour le reste, elle a avalisé. Elle a même, en 2024, donné, excusez, c'est quand même incroyable, 450 000 nouveaux titres de séjour. Plus que Mario Draghi, que son prédécesseur. Et si vous regardez à la loupe, comme devraient le faire les Français, si vous regardez à la loupe ce que dit M. Bardella, ou ce que dit Mme Marion Maréchal, ou ce que dit Mme Edwige Diaz, qui est une députée du RN, qui a fait des déclarations récemment, ils ont pris tous le pli de dire qu'il faut combattre l'immigration illégale. Mais ce que devraient demander les journalistes, c'est qu'il faudrait dire, attendez, l'immigration légale, là, les 90%, quelle est votre politique en la matière? C'est la raison pour laquelle nous disons que... Alors nous, on a une politique qui... Nous, on ne stigmatise pas les immigrés par le principe. Il faut bien entendu se méfier de l'entrisme, etc. Mais ce que nous disons, c'est qu'il y a un grand tabou aussi sur ces questions migratoires, c'est qui est-ce qui est derrière ? Qui est-ce qui pousse justement à ces phénomènes migratoires? Pourquoi la France et la plupart des pays de l'Union européenne ont-ils signé et ratifié le traité de Marrakech, le pacte de Marrakech, qui tend à considérer comme normal le phénomène migratoire dans le monde? Et donc, on devrait avoir une espèce de nouvelle humanité qui passe son temps à migrer d'un pays à l'autre et qu'il faudrait les accueillir. Tous les États n'ont pas signé et ratifié. Il y a notamment 2 États qui se sont refusés à signer et ratifier ça, c'est les États-Unis d'Amérique et Israël, qui ont refusé de signer le principe que tout le monde est le bienvenu. Nous, on a signé et ratifié, c'est soutenu par l'Union européenne. Mais qui est-ce qui est derrière? Qui est-ce qui est derrière l'arrivée constante de nouveaux migrants à Mayotte, par exemple? Qui est derrière? Moi, j'étais allé à Mayotte. Excusez-moi, je prends un petit peu de temps, mais c'est important. Ouais. Moi, je suis allé à Mayotte il y a quelques années. Il faut conclure. Voilà. Je suis allé à Mayotte il y a quelques années. Le colonel de gendarmerie qui m'avait reçu m'avait expliqué ce que je ignorais totalement, c'est que pour aller des 3 îles des Comores à Mayotte, il faut traverser le canal de Mozambique. C'est un bras de mer très important, c'est beaucoup plus large que la Manche, avec des houles, une houle terrible. Et ils ont ce que vous appellent les kwassa-kwassa, c'est des barcasses en bois, qui peuvent contenir 80 personnes, mais avec un tirant d'eau de 2-3 cm. Et pour traverser ça, il faut un moteur. Or, les moteurs, ils les saisissent à l'arrivée à Mayotte, la gendarmerie, ce sont des gros moteurs Yamaha qui coûtent très cher, il faut une puissance extraordinaire. Et il me dit qui paye? Les Comores sont tout petits. C'est un pays très pauvre. Et donc, il m'a dit quel était c'est en fait l'émir du Qatar qui paye. C'est-à-dire que nous avons nos amis, les Saoudiens, les Qataris, l'émir du Qatar, il paye le divorce de Sarkozy. L'émir du Qatar, il achète l'hôtel Martinez à Cannes, il se paye le Paris Saint-Germain. Il vient au secours de telle ou telle entreprise française, mais au même moment, par derrière, il nous met un coup de poignard dans le dos. Et donc, il faut bien comprendre que l'islamisme, les frères musulmans qu'il y a en France, derrière, ce sont ces pays, et derrière, c'est l'oncle Sam. Il faut jamais l'oublier. Regardez ce qui s'est passé au Moyen-Orient. C'est encore là on passe dans la géopolitique. Mais c'est très important. C'est très important parce que personne n'en parle. Par exemple, Daesh au Moyen-Orient. Qui est, vous savez, ce truc, l'État islamique, qui s'était développé au nord-est de la Syrie, à l'est de la Turquie, et en Iran, comme une espèce de cancer qui se développait. Qui est-ce qui a détruit ça? La Russie. Et qui est-ce qui fournissait les armes et les financements? L'Arabie Saoudite, le Qatar, avec des armes américaines. C'est de ça qu'il s'agissait. Qui le dit sur la scène politique française, à part moi? C'est la réalité. Alors, dernière question. Il y a eu sur LCI
tout récemment, il y a quelques jours, un grand débat avec 8 personnes. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas invité? Est-ce qu'il y a une règle? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la démocratie française n'en est pas une. Il me semble qu'il y a eu quelques partis politiques qui nous ont imités depuis au cours des. Parce que vous savez, lorsqu'une idée est dans l'air du temps, elle suscite des émules. Il y a, par exemple, pour ces élections européennes, vous avez 4 ou 5 partis écologistes. Là, maintenant, il y a 4 ou 5 listes qui, peu ou prou, essayent de faire un petit peu ce que nous faisons. Il me semble que nous avons la légitimité, ça fait 17 ans que j'ai créé ça, et puis on a les meilleurs scores sur Internet, et on a les meilleurs scores dans les urnes. La logique, me semble-t-il, ça serait quand même... Vous imaginez bien qu'on a pris contact avec eux. Il n'y a pas que LCI. Parce qu'il y a aussi Public Sénat qui a fait la même chose. Il y a CNews qui va faire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des candidats agréés par le système et les autres qui ne le sont pas. Mais pourtant, vous étiez présent en 2017. En 2019. En 2017, mais en 2019, j'étais même dans les débats. Alors qu'on a beaucoup progressé. Donc il y a une volonté absolue d'empêcher les Français de connaître nos analyses et nos propositions. C'est d'autant plus scandaleux qu'il y a des gens qui ricanent en disant « Mais oui, mais vous représentez rien du tout ». Mais c'est pas vrai qu'on représente rien. Il y a eu 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne. Je ne dis pas que les 55% des Français voulaient tous sortir de l'Union européenne, mais ça veut dire qu'il y en avait quand même un certain nombre qui se posaient des questions sérieuses. Et Macron lui-même, il est élu en mai 2017. En janvier 2018, il va au Royaume-Uni. Il est interrogé par la BBC britannique, qui lui pose la question, et s'il y avait, donc on est après 2016, donc le référendum sur le Brexit a eu lieu, le Brexit aura lieu définitivement le 31 janvier 2020, donc on est entre les deux. Et la BBC demande, janvier 2018, à Macron, président de la République, s'il y avait en France un référendum sur le Frexit, quel en serait le résultat? Et Macron, à la surprise générale, dit « Je pense que le Frexit pourrait l'emporter ». Bon. On est devant toute une série de débats où, systématiquement, cette opposition peut-être majoritaire à l'Union européenne est évacuée comme si nous n'avions pas le droit à la parole. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'Iran. Lorsqu'il y a eu le changement de régime en Iran avec l'ayatollah Khomeini, dans les nouvelles institutions iraniennes, il y a un truc qui s'appelle les gardiens de la révolution, et vous avez un collège qui vérifie, avant de permettre à quelqu'un de concourir pour la présidence de la République iranienne, si cette personne est bien en phase avec les grands fondamentaux de la République islamique, et donc s'il ne les met pas en cause. Ben, on en est là. Donc nous, on n'a pas un collège de mollahs, si vous voulez, qui est là, mais c'est pas des mollahs enturbadés, mais ce sont les grands médias qui considèrent que le peuple français est un peuple finalement un peu sous tutelle, et qu'il n'a pas le droit d'avoir des informations sur les avantages et les inconvénients d'une sortie de l'Union européenne. Alors, vous avez été, ce sera la dernière question, est-ce que ça a une influence sur les invitations? Vous avez été accusé de harcèlement et d'agression sexuelle. Est-ce que l'affaire est toujours en cours et est-ce que vous sentez que c'est peut-être un frein pour les invitations dans ces médias? Ah non, pas du tout. Tout le monde est au... Enfin non, excusez-moi, d'abord c'est une vieille histoire. Vous savez que j'ai été soigné aux petits oignons sur ces histoires. Le moment venu, je peux pas tellement m'exprimer parce que l'affaire n'est pas tranchée. Ouais. Mais c'est une affaire qui a été... Il y a beaucoup à dire sur cette question. S'il y avait des choses, si vous voulez, ils ont cherché partout, ils ont monté mon passé, etc. Ils n'ont rien trouvé. Et s'il y avait quelque chose, on le sortirait maintenant. Voilà. Il n'y a rien. Donc c'est bien le problème, c'est que on a essayé de salir ma réputation et mon honneur. Bon, voilà. Il ne se passe rien. Je suis confiant sur la suite. D'ailleurs, plus personne n'en parle. Mais donc, comme on n'a pas trouvé à me flinguer là-dessus, d'ailleurs, certaines des personnes, il y a eu une tentative de putsch interne à l'UPR à cette occasion. Je vois que l'un des leaders maintenant est pour une autre Europe, justement. Donc il est justement tout ce que nous combattons. Comme ça n'a pas marché, ben maintenant il n'y a plus qu'une chose, c'est l'invisibilisation. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2019, on avait encore un petit peu le droit à la parole, maintenant on n'a plus rien. François Asselineau, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site, bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Et vous trouverez toutes les indications sur notre site web bvoltaire.fr. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.